super co-créateurs. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous retrouver pour une vidéo un tout petit peu particulière. Je vais vous partager mon parcours, tout simplement pour vous montrer que l'on peut vivre des hauts, que l'on peut vivre des bas, mais surtout, le plus important, c'est que l'on peut s'en sortir. Oui, pour moi, accéder à la réussite, au succès, au bonheur, appelez ça comme vous voulez, en tout cas à la jouissance de vie, comme j'aime tant le dire, à la kiffance de vie, c'est pas une option dans la vie, c'est un droit. Et c'est un droit pour tout le monde. Et tout le monde peut y arriver sans aucune exception. Il n'y a pas histoire de milieu, il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de classe sociale, il n'y a pas d'histoire de niveau d'études. C'est possible pour tout le monde. Il faut juste avoir les bonnes clés et à partir de là, vous allez voir, ça roule. C'est ce que j'ai envie de vous montrer. Alors pour vous dire un petit peu, deux, trois mots sur mon enfance. Donc mes grands-parents du côté paternel sont espagnols et ont vécu entre la France et l'Espagne et ont fini leur vie en France. Ils ont eu 5 enfants. Et donc 3 garçons et 2 filles. Et donc, voilà, c'était une famille modeste d'ouvriers qui était très courageux, toujours vraiment dans la vie, toujours dans le on avance, etc. Et puis, il y avait quelque chose de merveilleux, d'authentique, c'est que, comme on disait du côté de chez mes parents et mes grands-parents, c'est s'il y a un beefsteak, il y a un beefsteak pour 1, il y a un beefsteak pour 10, il y a un beefsteak pour 20. Finalement, l'abondance, c'était pas l'abondance de ce beefsteak à partager, l'abondance, c'était tout ce qu'il y avait autour. Et ça c'est quelque chose que l'on a vraiment continué à perpétuer dans toutes nos rencontres, dans toutes nos rencontres familiales et dans notre famille. Et ça, c'est un point authentique que j'aimerais garder. Ça, c'est hyper important. C'est une de mes valeurs. Je l'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, c'était des ouvriers et de fil en aiguille, eh bien, mon grand-père a réussi à avoir un commerce, donc c'était des coiffeurs, notamment famille de coiffeurs. Ceci explique cela. Et je vais chez le coiffeur. Et donc, mon père a commencé comme coiffeur. Bon, mes autres oncles et tantes ont eu d'autres métiers, mais en tout cas, mon père, au départ, a commencé aussi comme coiffeur. Et ma mère aussi a été coiffeuse. Donc, voilà un petit peu pour la petite histoire. Donc, vous voyez, milieu plutôt ouvrier, d'ouvrier, on arrive à créer une entreprise. C'était pas l'affluence d'argent, puisque il y avait quand même 7 personnes minimum à nourrir. Mais voilà, il y avait une abondance globale quand même dans cette vie-là. Du côté de ma mère, donc ma mère, elle est née sur Paris. Elle a vécu toute sa jeunesse dans le Midi-Moins-le-Quart, à Groyer, très exactement. Et donc, elle a eu une sœur. Voilà, ils étaient 2. Alors, c'est vrai que du côté de ma maman, je connais beaucoup moins bien mes grands-parents, puisque ma grand-mère est décédée, j'avais 3 ans, donc j'ai pas eu trop le temps de la connaître. Et mon grand-père, je n'ai pas su le connaître. Donc, c'est peut-être une part de regret. Je pense qu'il avait énormément de choses à m'apprendre, en tout cas, et je n'ai pas pu et pas su le connaître. Donc c'est pareil, c'était un milieu ouvrier, donc mon grand-père était chimiste dans la poterie, puisque ce côté-là, c'est vraiment les peaux, le cuir, etc. Et puis ma grand-mère travaillait aussi, je crois, avec. Je la connais beaucoup moins bien, malheureusement. Et donc ma grand-mère, mes grands-parents après sont revenus en région parisienne et mes parents se sont connus dans le 94, c'est-à-dire à Gentilly. Voilà une belle histoire de ce que j'en ai entendu. Alors,
ben voilà, une vie qui se déroule normalement. Stéphanie, elle arrive toute tranquille dans une famille avec une enfance, comme je vous disais, assez insouciante, assez ben voilà, heureuse, avec ben, comme tout le monde, hein, ben voilà, des bêtises que l'on fait, des mots que l'on entend qui nous blessent et puis ben, qu'on apprend au fur et à mesure de la vie ben, à travailler, surtout quand on connaît les outils du développement personnel, on arrive à se libérer un petit peu de tout ça. Et dans les scories comme ça de l'enfance, il y en a une qui est très marquante pour moi, c'est notamment au niveau de l'école. Ah, l'école. Ça n'a jamais été ma grande copine, l'école. Et on n'était tellement pas copines qu'on s'aimait, mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Moi, je faisais plutôt, j'étais, pour vous donner un ordre d'idée, tellement on s'aimait avec l'école, j'arrivais à me co-créer des maladies à répétition. Je faisais grosso modo une semaine d'école, une semaine à 15 jours d'arrêt. Et tout le temps un truc, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps un truc, hein. Tellement je fuyais cette école. Alors pourquoi je la fuyais? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va à la maternelle, bon, bof, voilà, c'est la contrainte. On sort de la vie tranquille chez Pépé Mémé, et puis voilà, avec beaucoup de jeux, beaucoup de joie, beaucoup de complicité avec mes grands-parents, puisque mes parents étaient commerçants, donc je passais pas mal de temps chez mes grands-parents. Et on arrive dans un truc hein, où il n'y a plus de complicité où il y a des règles, hein, où il y a des règles qui ne me conviennent pas en plus, hein, et il y a des mots qui blessent. Il y a des mots qui blessent, notamment comme je me souviens vraiment, j'ai pas trop de souvenirs de l'école, mais il y a 3-4 choses comme ça qui sont marquantes. C'est comme j'ai dit à l'âge de peut-être de 15 ans, ce que je disais, mais waouh, l'école c'est le bagne, hein. L'école c'est le bagne. Et pour moi c'était ça l'école, c'était ça. Alors pourquoi c'était ça? Tout simplement parce que à l'âge de 4 ans, on apprend à dessiner. Et puis, bah moi, je faisais des bonhommes et comme j'avais envie qu'on me foute la paix, j'avais envie d'être tranquille, j'avais pas envie d'entendre parler, j'avais pas envie de contraintes, de je dois, de il faut, tout ça, j'en avais pas envie. Donc, on me disait, bah, dessine un bonhomme, allez hop, le petit bonhomme bâton, un rond, un bâton, une jambe, et au bout des pieds et des mains, je faisais quoi? Je faisais en réalité des pattes d'oiseau. Et l'instinct, qu'est-ce qu'elle me dit? Enfin, elle me le dit pas, je l'entends derrière. Elle dit à sa collègue, oh là 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 là, Stéphanie, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui tourne pas rond en tout cas. Elle sait pas dessiner des pieds, elle dessine des pattes d'oiseau. Bon. Et entendant ça, je dis bon bah attends, ouais bah ok, comme j'avais un petit peu de sang chaud quand même dans les veines, je dis ah ok, les bonhommes ils ont pas des pattes d'oiseau, bah c'est pas un problème, on va leur faire des pieds et des mains. Et le lendemain, rebelote, on dessine un bonhomme, et là je dessine des mains et des pieds. Elle va voir sa collègue, elle dit écoute, je sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est incroyable, elle est passée des pattes d'oiseau à des mains et des pieds. Bon, ok. Et donc voilà, elle n'a pas eu d'explication, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça, avec, pour ma part, quand même, je pense, une blessure profonde à ce moment-là de honte, de trahison, enfin en tout cas quelque chose qui est quand même assez lourd à porter et qui laisse bien des traces par la suite. Mais ça, c'est pas la dernière. Ensuite, quelques semaines après les bonhommes, nous v'là-t-y pas qu'on apprend à écrire. Et alors là, grand merci papa, grand merci maman, Stéphanie, 9 lettres, Rodriguez, 9 lettres, 9 et 9, 18, vous imaginez, pour quelqu'un qui n'aime pas l'école, qui n'aime pas la contrainte. Eh ben ça s'est pas bien passé du tout, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah voilà, on me demandait d'écrire, bah
faut pas faire de bruit, hein, parce que bah on fait pas de bruit, et puis on doit respecter l'institutrice, et puis on a telle règle, et puis c'est comme ça dans la vie, et puis voilà, vous savez tous les cadres que l'on vous met. Donc je fais tant bien que mal mon tracé de mes lettres. Elle passe, elle dit ça va pas, recommence. Ok, on va recommencer. Elle repasse et elle me dit toujours ça va pas, recommence. Et avec un petit qualificatif, je me souviendrai pas les termes exacts, mais grosso modo, mais t'es stupide. Ok, bah écoute, tu veux que je recommence? Je vais recommencer, mais au fond de moi, je vous rappelle, une Rodriguez, un son chaud quand même. Et bien au fond de moi, je me suis dit, ma cocotte, tu vas voir, c'est la dernière, celle-là. Et effectivement, donc je refais mon écriture, et elle repasse, et qu'est-ce qu'elle me redit? Recommence. Et alors là, ni une ni deux, je me lève, je lui balance le crayon et la feuille à travers la figure. Aïe, 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 qu'est-ce que j'avais pas fait là? Qu'est-ce que j'avais pas fait là? C'est que concrètement, eh bien évidemment, elle a convoqué mes parents, enfin ma mère, qui venait me chercher à l'école. Et bien évidemment, elle lui explique ça. Puis elle lui dit, écoutez, votre fille, vraiment, je serai vraiment pas ce qu'on va pouvoir en faire parce que de toute façon, voilà, elle n'arrive pas à écrire, elle n'arrive pas à dessiner, elle n'arrive pas. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est que elle s'appelle Rodriguez, donc elle aura peut-être un métier, femme de ménage peut-être. Et j'étais à côté. Et ce sont des mots que j'ai entendus, ce sont des mots qui ont construit ma confiance, qui ont construit toute une forme d'identité autour de ça, qui ont fait que, eh ben ok, tu m'as dit ça, et là j'ai développé quelque chose de surpuissant qui m'a aidé dans toute ma vie. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais en tout cas, ça m'a aidé. Tu m'as dit ça, mais tu vas voir, je vais me battre. Ne soyez pas dans la bataille, c'est lourd. Je vais me battre et j'y arriverai. Et effectivement, je suis partie avec ça, puisque je dois prouver que je suis quelqu'un, puisque je dois prouver que je peux y arriver, puisque je dois prouver, eh bien, je vais me battre et j'y arriverai. Et ça m'a suivi jusqu'en, oh ouais, facile, 2012, où il fallait que je me batte pour prouver et pour y arriver. Peut-être un petit peu moins, j'exagère peut-être. Et en plus, avec toute une histoire qui s'est créée autour de ça, si bien qu'à un moment donné de mon histoire, j'étais arrivée jusqu'à même ne plus aimer mon nom. Ne plus aimer mon nom de famille, ça veut dire ne plus aimer mon identité. Ça veut dire ne même plus aimer l'espagnol et l'Espagne. Ça va jusque-là. Il y a eu un moment de ma vie où c'était complètement impossible jusqu'à ce que j'arrive à résoudre ça, où là, les racines m'ont rappelé après. Donc, je suis partie avec ça. Et pendant toute ma scolarité, jusqu'à la 3e, j'ai entendu qu'une chose, c'est elle est lente, elle n'est pas mature, peut mieux faire, et elle est trop réservée. Ce sont les qualificatifs qui ont construit mon identité pendant des années, qui ont renforcé mon identité à chaque conseil de classe, à chaque fois qu'il y avait une interro, à chaque fois qu'il y avait une rencontre parents-prof. À chaque fois, c'était ce qui revenait. Et donc, je me suis battue. Je me suis battue. Et à quel prix? Donc ça m'a vraiment traîné jusqu'à ce qu'il y ait un fabuleux monsieur en 3e qui au moment de l'orientation, c'était évident, vu que j'étais pas une lumière, je faisais la petite moyenne, pas plus, puisque de toute façon, même si je faisais plus, on me dirait que je pouvais mieux faire. Donc j'assurais le petit minimum, qui a très bien compris les choses, et vraiment je l'en remercie, et vraiment je suis emplie de gratitude pour ce monsieur qui a vu que ma place
n'était pas dans le système vraiment traditionnel, le système vraiment, soit on fait une filière littéraire, soit on fait une filière plutôt mathématique ou autre, scientifique ou autre. Et là, il s'est dit, bon, il y a une chose qui est possible, hein, c'est de l'envoyer en BEP. Oui, yes! Alors là, moi, je me suis éclatée comme une malade. À partir de là, l'école, c'était un problème, mais moyen. On est passé de la galère au problème moyen. Parce que là, tout a repris un sens. Mais, à côté, et c'est là aussi où j'ai envie de vous dire, ne faites pas forcément attention à ce que vous entendez à côté, ou du moins entendez-le parce que ça reflète quelque chose en vous. Faites votre travail là-dessus, mais ne vous arrêtez pas là-dessus. Et là, j'ai entendu par mots et par vous, oh bah oui, elle prend la voie de garage. Parce que les filières tertiaires, hein, secrétariat en l'occurrence, c'était quoi? C'était la voie de garage à l'époque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend la voie de garage, eh bien on fait un BEP, on fait un bac G, on fait un BTS, toujours tertiaire, ou un petit peu élargi par rapport au tertiaire. Mais en tout cas, jamais on ne pourra s'offrir les grandes écoles. Jamais on ne pourra s'offrir les grandes universités. Détrompez-vous, moi j'ai atterri quelques années plus loin en fac de médecine quand même. Donc ça ne veut rien dire. Si mon parcours était à refaire aujourd'hui, je referais le même. Je n'ai absolument aucun remords là-dessus. Et grandi de ça, j'avais en plus quand même une culture où, ben voilà, en étant une fille, on fait attention, en étant une fille, on fait pas ceci, on fait pas cela, etc., etc. Plus tout ce que j'avais, rappelez-vous, emmagasiné depuis la petite enfance au niveau scolaire et tout ça. Eh bien, le monde de l'adulte m'a fait tellement peur que je me suis encore recréé une maladie et je suis tombée dans une super grosse dépression. Vu que le monde extérieur était dangereux, il n'y avait rien de plus facile que de se faire une super dépression où justement on ne pouvait plus aller dehors. C'est-à-dire que plus de 3 personnes autour de moi, je tombais en syncope, j'étais raide. Donc je sortais plus. Et ça m'a bouffé. Je me suis laissée bouffer parce qu'aujourd'hui je sais qu'on peut faire différemment. Mais en tout cas, cette co-création m'a bouffé mon adolescence. Elle m'a bouffé ma vie de jeune fille hein, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, à peu près. Donc ça m'a bouffé très gravement, on va dire, ma vie pendant 3 ans, quand même. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Il n'y avait un seul endroit où j'étais bien, c'est lorsque j'étais en cours. Paradoxalement, lorsque je faisais ce qui me plaisait, paradoxalement, c'est-à-dire l'informatique, c'est-à-dire le secrétariat, c'est-à-dire la communication. Ça vous étonne pas quelque part, hein? Voilà. Ceux qui me connaissent un petit peu, ça ne doit pas trop vous étonner. Et j'ai continué comme ça, donc j'ai eu mon BEP, je suis passée, donc, comme je vous disais, en bac G, et puis en BTS, bureautique, commercial, bilingue, français. Eh oui, l'anglais c'est pas mon copain. Parce que c'était une orientation plutôt anglais. Donc voilà pour la petite histoire scolaire avec bon, la dernière année de BTS que j'ai quand même très mal vécue. Mais je voudrais revenir sur ma période en bac. Alors en bac, j'ai eu la chance de pouvoir faire un job d'été. Et alléluia, à la fin de mon job d'été, il y avait un poste qui se libérait à l'endroit où j'ai fait mon stage, je vais appeler ça un stage, mon job d'été. Et je dis, c'est bon, il y a un poste de secrétaire, je postule. Ok, bah j'ai postulé. Et puis le directeur du service, il vient me voir et puis il me dit, écoute Stéphanie, voilà, ça m'embête, mais c'est pas contre toi, c'est pas contre tes compétences, mais je vais refuser ta candidature. Oh lolo.
J'étais très 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 en colère, hein. Le sang chaud est remonté. Mais quel con. Et ouais. Et il me dit tout simplement parce que bah voilà, je sais que tu vas bien faire ton job, hein, mais dans 2 ans tu vas t'ennuyer et il sera trop tard pour que tu reprennes tes études et tu vaux bien mieux que ça. Alors ça, c'était la première fois que j'entendais ce genre de choses. Et, euh, et je suis repartie donc en BTS avec cette rancœur, cette colère de quand même pas de ne pas avoir eu ce poste. Et puis je lui en voulais grandement à ce monsieur, mais ô combien je le remercie aujourd'hui parce que qu'est-ce que j'ai pu apprendre grâce à ce qu'il m'a dit, déjà par rapport à qui j'étais. C'était la première fois qu'on ne me disait pas que je devais faire mes preuves, hein. C'était la première fois qu'au niveau compétences, on va dire professionnelles, scolaires, bah, on croyait en moi, on me le disait. Et surtout, c'était la première fois qu'on me disait va chercher ailleurs, parce qu'il y a autre chose qui t'attend qui est mieux. Et c'est vrai. Et c'est vrai, il avait raison. Il avait raison. C'était pas le moment pour moi, à ce moment-là, de prendre ce poste-là. Et donc, je suis partie comme ça en BTS avec, bah là, j'étais retournée dans le il faut que je travaille pour avoir un bac plus 2. Et c'était un peu moins le plaisir, un peu moins l'euphorie que ce que j'avais pu connaître au niveau du BEP et du bac. Donc voilà, bon, ceci dit, le BTS s'est passé, je l'ai eu la 2e fois, bon, parce que tout simplement, je me suis laissée bouffer par quelque chose que j'ai ressenti comme étant une injustice, c'est-à-dire que là encore, sur mon bulletin scolaire, il y avait écrit « doit faire ses preuves à l'examen ». Et ce que je trouvais injuste, c'est que moi, j'essayais d'apprendre, je galérais, je faisais tout ce que je pouvais, et on me disait que je devais faire mes preuves, alors qu'il y en avait qui réussissaient, mais à merveille, les cahiers ouverts sur les genoux. Donc voilà, c'est encore la colère qui montait en moi, et effectivement, ça a été très 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 lourd à gérer. Et donc, j'ai commencé comme ça dans la vie professionnelle, donc à l'issue du premier BTS que je n'avais pas, eh bien, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était être formatrice en bureautique. Et cette idée-là, je savais que j'y arriverais. Et quand j'ai dit, bien évidemment, en BTS, qu'est-ce que tu veux faire après? Ben moi, je veux être formatrice en bureautique. Là, on m'a dit, mais attends, t'es trop jeune, t'es trop timide, t'es trop réservé, t'y arriveras jamais. Et on était reparti dans le schéma. Et là, reforce, j'y arriverai. Et je vais vous prouver que j'y arriverai. Et effectivement, donc j'ai quitté le BTS au mois de juin. J'ai eu différents petits boulots dans le secrétariat qui m'ont amené jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai eu l'opportunité de tomber sur une adresse dans Paris d'un couple d'entrepreneurs, d'un centre de formation charmant, mais vraiment des gens comme vous en avez très 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 peu dans votre vie. Et voilà, ils m'ont reçu. Enfin, je vais vous raconter l'anecdote parce que du coup, il m'a énervé le monsieur quand j'ai eu au téléphone. Dis donc, qu'est-ce que je vous dis que j'ai le sang chaud quand même, hein. Et il me dit ah ouais, vous sortez de l'école, hein? Bah alors vous connaissez rien. Et alors là, la colère m'a prise. Je lui dis écoutez monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous allez vous asseoir parce que la liste elle est longue. Et j'ai commencé à énumérer tel logiciel. Et après il y a eu un blanc. Je me suis dit bon là c'est mort, j'ai tout perdu. Et le monsieur me dit effectivement, vu dans l'état d'esprit où vous êtes, ça vaut le coup qu'on se rencontre. Et je pense que vous en connaissez un tout petit peu. Et je peux vous en apprendre un petit peu plus. Et la belle histoire de 20 mois au total, elle a commencé comme ça. Et ces gens-là ont le cœur sur la main parce que je suis toujours en contact avec eux. Ça a été mon premier employeur, un vrai employeur à long terme. Et ils m'ont dit, bon écoutez, vous rentrez dans la société, on vous offre une formation de 2 mois. À l'issue des 2 mois, si la société vous plaît, vous restez avec nous. On vous fait un contrat de qualification.
Si ça ne vous plaît pas, ben vous allez ailleurs. Et effectivement, le métier m'a plu, l'entreprise m'a plu, ces gens étaient super et j'ai passé 20 mois avec eux. Et au bout des 20 mois, je suis partie exercer en salarié, mais salarié vacataire, c'est-à-dire multi-employeur, en tant que formatrice. Et à l'époque, pour une débutante, pour vous donner un ordre d'idée, vous savez, la petite fille là, qui n'arriverait à rien dans sa vie, dans la première année, j'arrivais, alors en fonction des mois, hein, puisque la vacation c'est aléatoire, eh bien j'étais arrivée jusqu'à 24 000 francs à l'époque par mois, en tant que débutante. Pour quelqu'un qui n'arriverait à rien, voilà, moi je ne dis que ça, ne faites pas de présuppositions sur les gens. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et donc, j'ai continué comme ça, je gagnais très bien ma vie, j'ai rencontré l'amour de ma vie, que je croyais. Et là, effectivement, j'ai vécu de super moments jusqu'au moment où j'ai reçu une belle bague de fiançailles et le lendemain, au revoir. Voilà pour l'anecdote. Et effectivement, en même temps, en parallèle, eh bien, mes parents, qui étaient donc au départ coiffeurs, à un moment donné, mon père, qui avec ma mère se faisait construire une maison, eh bien, va sur le chantier et puis les ouvriers du chantier lui disent bah, écoutez, monsieur Rodriguez, voilà, ben, lundi on ne travaillera plus parce qu'on n'est pas payé. Et on ne peut pas continuer comme ça fait déjà je ne sais plus combien de temps qu'on n'est pas payé, on ne peut plus continuer. Et là mon père, c'est inadmissible, on ne va pas laisser ça comme ça. Si moi je vous paye, est-ce que vous continuez? Et mon père, coiffeur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a changé de casquette, il est devenu entrepreneur. Et il construisait des maisons. Et il déchargeait les camions en costume qui déchiraient, que ma mère, elle râlait. Donc, il est passé d'un métier à un autre comme ça. En parallèle, comme ça marchait bien, mais ils ont voulu agrandir le salon de coiffure. Je pense que ma mère, elle s'est un peu moins plu dans son autre salon de coiffure, parce qu'elle avait la nostalgie du petit, plus petit en tout cas, salon de coiffure. Vous savez, celui qu'on a en premier, qu'on construit une fois qu'on s'est marié, qu'on construit de toutes pièces, avec des clients géniaux, etc., etc. Donc voilà, elle a continué à y aller, ça a continué à fonctionner. Et puis, une chose en a emmené une autre. Et ils sont arrivés quand même à un patrimoine immobilier très très confortable et qui les mettait en sécurité. Et donc ça roulait, voilà, bon, on travaillait beaucoup. Bien sûr, dans ma famille, ça a été un maître mot et ça l'est encore beaucoup pour mon papa qui continue toujours à faire des travaux. Il ne sait pas s'arrêter. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à un moment donné, il s'est dit, bah voilà, hein, on a assuré nos arrières, on a une fille qui est grande, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se reposer. Donc, on va mettre ça en gestion. Première chose, ne prenez jamais les choses à votre nom propre. Deuxième chose, ne mettez jamais vos œufs dans le même panier. Troisième chose, quand ça commence à pas aller, posez-vous des questions. Voilà mes 3 petites recettes primordiales. Et la belle histoire a fait que il y a eu une escroquerie au bout du compte et cette escroquerie leur a fait tout perdre. Et comme moi, rappelez-vous, j'avais eu une petite, comment on va dire, une petite défaite sentimentale, on va dire ça comme ça. Et ben j'étais dans la même famille au même moment et on était tous ensemble et on a vécu ce moment très très compliqué, puisque c'était chaque jour une lettre d'un huissier, une lettre d'une banque, une lettre de ceci, une lettre de cela. Enfin, c'est parti de un patrimoine énormissime. Et petit à petit, et les choses ont... C'est comme la peau de chagrin, ça s'est amenuisé.
ça a été la barre, ça a été les jugements, ça a été les audiences, ça a été tout un tas de choses. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y avait plus qu'un salaire pour vivre. Et ça a été le mien. Et à un moment donné, ça a été aussi, ben voilà, toc toc, bonjour, c'est monsieur l'huissier. Eh bien, votre maison, là où vous habitez, eh bien, dans X mois, elle sera plus la vôtre. Et là, vous êtes en train de vous dire, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Et alors mon père, qui est incroyablement exceptionnel, je ne sais pas comment il fait, il dit, sa phrase c'est ta 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 ta, pas de panique, il y a toujours une solution. Effectivement, il y a des solutions. Je dis pas que c'est forcément facile quand on attend la solution, mais effectivement, il y a des solutions. Et c'est comme ça que vous voyez du sommet que bah, votre vie, elle décline petit à petit sur le plan vitalité, sur le plan de la santé, sur le plan du moral, sur le plan nerveux, sur le plan financier. Enfin, vous partez comme un entonnoir de quelque chose de grand et vous arrivez à 3 fois rien, si ce n'est à rien. Et donc mon père avec cette belle phrase de ta ta ta, il y a toujours une solution, pas de panique. Je dis pas qu'il en a pas souffert, hein, mais en tout cas, il s'est relevé et il a continué à rester debout. Et ma mère a été beaucoup plus dans l'angoisse, hein, et elle est tombée dans la dépression. Et cette dépression, aujourd'hui, elle a même encore du mal à s'en sortir, alors que ça fait bien 2 ou 3 ans que il y a encore des scories de cette histoire, il y a encore des bouts de dossier qui sont à régulariser. Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus serein, c'est-à-dire que oui, il y avait une solution, oui, ça s'est solutionné. Et moi, dans tout ça, eh bien, ça a été de la fatigue, ça a été de l'énervement. J'avais monté ma boîte entre-temps. Et puis à un moment donné, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai déposé mes valises. J'ai dit, bon, moi, la banlieue parisienne, j'en ai marre, je m'en vais à la campagne et j'ai déménagé. Et je suis partie donc dans le Loir-et-Cher, hein, et où là j'ai retrouvé un petit peu plus d'équilibre, hein, un petit peu plus de verdure, de tranquillité, et puis j'étais peut-être aussi un petit peu plus éloignée de ces histoires-là. Et j'ai eu aussi une grande chance, c'est que j'ai rencontré des personnes merveilleuses, hein. Caro, Cathy, merci. Et vous vous reconnaîtrez là-dedans. Et alors, j'ai pas connu que 2 personnes merveilleuses, mais sont vraiment celles qui m'ont permis de prendre mon envol au niveau développement personnel. Et à un moment donné, je me suis dit, non, tu peux pas continuer à t'enfoncer là-dedans. Tu vas vraiment, au contraire, te battre pour leur prouver que tu peux t'en sortir. Et au niveau tribunal et compagnie, c'était ça. Et en parallèle, il y a eu 2 histoires de vie qui ont été très très compliquées à vivre. Ce sont 2 problèmes, on va dire, de maladie. Donc la sœur de ma maman qui a eu une leucémie et qui est décédée. Là aussi, mais c'est incroyable ce qu'elle a pu déployer comme je vais me battre, j'y crois, j'avance, je fonce, je suis là, et jusqu'au bout, elle s'est battue. Et mon cousin qui a eu un accident et qui a été dans un coma végétatif pendant une dizaine d'années. Et mon cousin m'a montré, par son accident, par ces 10 années, il m'a, comme je le dis, et je l'en remercie, mais vraiment les mots ne sont pas assez grands, il m'a offert ma passion, il m'a offert mon boulot, il m'a offert ma voix. Et de ce que j'en ai compris de cet accident-là, donc là, vous retombez,
coup de massue en plus. Pour l'un, on l'a appris le 10 avril et pour l'autre, on l'a appris le 12 avril. Hein. Donc voilà, c'était à 2 jours d'intervalle. On apprenait ces deux nouvelles pour l'un qui était gravement malade et l'autre qui venait d'avoir un accident. Et quelque part, c'est bon, vous prenez ça sur la tête, bien évidemment. Il y a un moment de flottement. Et parce que j'ai découvert grâce à Caro et Cathy, là ça a commencé à se reconstruire autour de moi. Et c'est là où j'ai arrêté de subir ma vie. C'est là où j'ai pris la décision d'arrêter de la subir. Et c'est là où j'ai pris la décision justement d'aller de l'avant. Et puis non plus de me battre, de reconnaître, à contrario, de reconnaître ma responsabilité, de me reconnecter à ça et justement de repartir de là. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on n'est plus dans la bataille. On est dans ça m'arrive dans ma vie. Ok. Qu'est-ce que je veux? Je veux rester dedans, descendre jusqu'au fond du trou. Et puis, je vous rappelle, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire dépression. Ça veut dire je me sens mal. Ça veut dire je ne m'autorise pas à vivre. Ça veut dire que, limite, je ne suis plus rien là-dedans. Ou à contrario, allez, on regarde les choses en face, on fait un avec et on reconstruit. Et là, c'est le cheminement que j'ai pris. Et là, ça fait des révolutions quand vous faites ça. Ça fait tout simplement des révolutions. Parce que, mais du coup, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Je ne suis pas en train de dire que je suis inhumaine. Oui, j'ai des peines. Oui, j'ai des coups de cafard. Oui, j'ai des coups de stress. Oui, j'ai des coups d'énervement. Mais aujourd'hui, je décide combien de temps je veux rester dans cet état-là. Et là, tout s'est reconnecté. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Stock. Ok, tu as une entreprise. D'accord. Ton entreprise, ouais, elle fait du chiffre. Bien. Est-ce qu'elle te rapporte? Ouais, t'épuise. Mais est-ce qu'elle te rapporte? Pas trop. Ok. Est-ce que le super contrat que tu as récupéré sur 3 années est la grosse erreur que j'ai faite? Ça a été d'avoir un contrat sur 3 ans en me disant « Ah, c'est bon, t'as 3 ans pour voir les choses venir. » Oui, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand vous voulez être dans le flux perpétuel de l'abondance, de la liberté et vraiment d'être dans la vie au sens large du terme, ça marche pas comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les 3 ans pour rebondir. Mais il faut faire un pas après l'autre pour continuer à grandir. Alors je ne vous cache pas que si je n'ai pas fait le pas, alors je ne cherche pas d'excuses. Mais il y a une partie parce que j'étais épuisée de tout ce que je vivais aussi. Et puis je leur donnais raison que ça ne marche pas. Et finalement ils avaient raison, j'étais une bonne à rien. Voyez un peu le truc, comment ça se construit? De quelque chose que vous entendez à quelque chose que vous mettez en place. Voyez comment ça se construit au fil du temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, allez, attention, on va poser ces valises. Est-ce que tu veux continuer à faire de la formation? Oui, pas à plein temps. D'accord. Est-ce que tu veux continuer à faire de la sous-traitance? Parce que je sous-traitais avec des formateurs hein, et j'en avais une dizaine sur le terrain. Alors, ça peut être sympa, mais par contre, au tarif où c'était négocié, ça n'était pas sympa du tout. C'est-à-dire, grosso modo, que j'y passais du temps, je dépensais de mon énergie, j'y perdais de ma santé, et je gagnais pas grand-chose. Donc là, c'était une mauvaise stratégie. Ceci dit, peu importe, parce que la mauvaise stratégie, génial, je la referai plus. Et j'ai appris tout ça.
Et quand je regarde mon passé avec ce monsieur qui nous a escroqués, avec l'amour de ma vie qui m'a fait prendre 30 kilos, que j'ai reperdu. Parce que dans mon idée, justement, quand il est parti, prends 30 kilos, personne ne te regardera. Tu seras tellement moche que personne ne te regardera. C'était ça dans l'idée. Mes contrats que j'avais qui m'épuisaient, ah ça je faisais du chiffre, oui, mais à quel prix? Eh bien en regardant tout le filage comme ça, eh bien ça m'a permis de me dire que je n'étais pas sur le plus droit chemin pour viser mon objectif de liberté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La société, elle a stagné, j'ai assuré le minima, et je suis partie me former dans ce qui me plaisait. Alors oui, le chiffre, il n'a pas augmenté. Je dirais même qu'il y a eu un passage dans le négatif. Mais au moins, j'ai été me former pour faire ce que j'aimais. Et en contrepartie, j'ai pris aussi un job que j'ai adoré, où j'y suis restée quasiment 8 ans, dans une maison de retraite. Oh là là là, un bonheur. Et là aussi, il n'y a pas de hasard. Je suis tombée dans une maison de retraite de religieuses. Et pendant 8 ans, j'ai travaillé avec des religieuses. Pendant 8 ans, je leur ai fait quelque part du développement personnel sans le savoir. Au départ, je m'en suis rendu compte après. Et pendant 8 ans, elles m'ont fait grandir au niveau évolution personnelle et spiritualité. Merci, merci, merci la vie. Merci tout ce qui s'est présenté. Et j'ai essayé ça. Et j'ai essayé aussi le développement de programmes. Et le développement de programme, ça ne me convenait pas, c'était des maths. Enfin, j'ai associé ça aux maths, ça ne me convenait pas. Mais très bien, j'ai pris une voie, elle ne m'a pas convenu. J'ai appris. J'ai rencontré des gens, parce qu'à cette époque-là, quand même, je vous rappelle que je n'étais censée rien faire. J'ai travaillé quand même avec les grands comptes de grandes banques, d'assurance, de la compagnie de réassurance. Pour ne citer que des noms, AXA, la SCOR, la Société Générale, la RATP, la SNCF, Air France, et j'en passe et des meilleurs. Et j'ai travaillé à côté des directeurs de ces boîtes-là. Donc, j'ai pas perdu mon temps. J'ai appris grâce à ces gens-là. Et ils m'ont appris quoi? Ils m'ont appris à décupler mon audace. C'est-à-dire que quand j'allais en entretien pour une embauche, quand j'étais salariée vacataire et même indépendante, puisqu'on marche comme ça, je ne devrais pas le dire, mais bon, je vais le dire quand même. J'allais en entretien, je lisais l'annonce, je ne comprenais rien. Des fois. On me parlait de logiciels, je n'avais jamais entendu parler. C'est pas grave. J'allais en entretien, je prenais des notes. Déjà, j'allais en entretien avec une certitude. C'est que ça serait un oui à la fin. J'avais une foi, mais incroyable. Deuxième certitude, c'est que même si je ne connaissais pas, j'étais capable d'apprendre. Troisième certitude, c'est que j'étais capable, le lendemain même, d'être devant un groupe de 20 personnes, dont des directeurs, et qu'ils ne voient pas que je ne savais pas. J'avais ces 3 certitudes-là. Et ces 3 certitudes dans ma vie, elles m'ont guidée du début jusqu'à la fin. Parce que quand vous avez la foi que ça marche, quand vous avez la détermination, et quand vous vous dites c'est ça et pas autre chose, et que vous y croyez, ça fonctionne. Il n'y en a pas un, et quand je l'ai avoué à certains, ils m'ont dit « Mais attends, mais tu plaisantes ». Je dis « Non, je ne plaisante pas. Quand tu m'as recruté pour tel produit, je ne savais même pas ce que c'était. Je descendais, j'allais à la première Fnac, c'était mon repère, et j'achetais un bouquin. Dans la nuit, je le potassais, le lendemain, j'étais devant un groupe. Et cette énergie, cet élan-là, cette foi, cette détermination, c'est ça qui m'a guidée pendant toute ma carrière. Et ma société, quand ça a commencé à décliner,
Et quand les contrats, ça devenait tellement compliqué, j'ai dit basta. Parce que je sais que je la ferai rebondir. Et comment je la fais rebondir? Eh bien, c'est par des trajectoires, c'est par des dérivés, c'est par des chemins détournés que je vais la faire rebondir. Alors, j'ai pris un boulot à mi-temps, enfin pas mi-temps, 2 jours. J'ai eu des contrats de salariés dans des entreprises où j'aidais les chefs d'entreprise justement à structurer leur projet, à utiliser les outils informatiques pour mieux le structurer, pour aller plus vite. Et en fait, j'ai fait quoi? Mais ça fait depuis 90 que je fais du consulting. Ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Il y a 4-5 ans, je me suis dit, waouh, mais tu fais ça depuis 90. Et jamais tu as mis ça sur ton CV. Donc surtout, ne croyez pas ce que l'on vous dit. Croyez ce que vous voulez. Croyez là où vous voulez aller. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de problème. Parce que même dans les péripéties de la descente aux enfers, comme je l'appelle, au niveau de cette escroquerie, mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris sur moi, j'ai appris sur les lois, j'ai appris sur le fonctionnement des tribunaux, j'ai appris sur le fonctionnement que il fallait jamais se dire qu'on était perdu, parce que non, on n'est jamais perdu. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose. Et ça, mais waouh, quoi, waouh. Alors je souhaite vraiment pas que vous passiez par ces 10, 15, 20 années de galère, hein, parce que c'est quand même lourd. Hein. Et si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec plaisir, parce que vraiment c'est lourd. Vous n'avez pas besoin de vivre ça. Hein. Mais waouh, qu'est-ce qu'on apprend de toutes les situations? J'ai appris aussi, alors malheureusement j'aimerais toujours avoir mes proches avec moi, mais j'ai appris beaucoup de cette histoire, de ce temps de maladie avec ma tante, avec mon cousin, mon grand-père qui est parti du jour au lendemain, avec ma grand-mère où ça a été aussi quelque chose qui se prépare, de ces événements de la vie qui sont malheureux, qui sont irrévocables, mais voilà, on apprend aussi beaucoup de choses. On apprend à gérer ses émotions, on apprend un outil qui, comme par hasard, arrive là et qui vous permet de vous sentir mieux. Voilà, et la vie, c'est ça. Alors plus vous allez vous accrocher à ces difficultés de la vie, et plus vous allez subir votre vie comme une victime. Et plus vous allez les regarder en face en disant « Ok, qu'est-ce que tu viens me dire? On va causer tous les deux. » Là, il y a un potentiel. Là, il y a une possibilité. Là, il y a quelque chose quand vous allez faire ça. Parce que justement, quand on va causer, la situation, elle est là pourquoi? Elle est là parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à changer. Et c'est ça que vous allez travailler. Et c'est ça que vous allez même vous amuser à changer. Alors, je ne souhaite pas les situations difficiles. Mais en même temps, si je les vis, c'est que mon intérieur, il a encore quelque chose de difficile. Hein. N'oublions pas que c'est notre intérieur. Et voilà, ma vie, elle a été construite comme ça. Elle a été construite de choses très dures où j'ai bataillé, où je me suis dit que, vous savez, ça me fait penser à une pub d'une assurance, je l'aurai un jour, où effectivement de leur dire, je l'aurai un jour. Et pour l'anecdote, j'ai croisé justement une de mes instites qui ne croyait absolument pas en moi. Et alors là, je suis pas fière. Mais je vous le dis quand même. Elle me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis « Je suis médecin. » Parce que fac de médecine égale médecin, ça faisait bien. Et je suis pas tellement fière. Elle me dit « Ah bon, t'as réussi à faire ça ?» « Bah oui. »
Bon, c'est pas souhaitable, hein, mais voilà, ça fait du bien aussi, hein. Ça fait du bien de temps en temps de pouvoir remettre les choses à leur place et de faire comprendre, de se faire comprendre déjà à soi-même qu'on n'est pas des victimes et qu'on n'est pas obligé de croire ce que les autres nous disent, mais les autres de leur faire comprendre aussi que c'est leur propre croyance et pas les vôtres, pas forcément. Parce que une phrase, elle va vous porter ou elle va vous détruire. Et croyez-moi, c'est un claquement de doigts entre l'un et l'autre. Croyez-moi, c'est un claquement de doigts entre l'un et l'autre. Et ce claquement de doigts, vaut mieux qu'il soit chouette. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Alors oui, j'ai été dans une famille heureuse. Oui, j'ai été comme tout le monde, j'ai eu des blessures de gamins qu'on comprend comme des injustices. Oui, j'ai traîné ces injustices un certain nombre de temps. Oui, j'ai vécu, comme je dis, le bagne à l'école, hein, mais ça m'a pas empêché de vivre ce que je veux vivre, hein. Et ça m'a pas empêché d'aller de l'avant, ça m'a pas empêché de construire ce que je veux construire, hein. Et aujourd'hui, ce que je veux construire, c'est vraiment ce que je dis, je veux bâtir un empire, au sens de l'empire, pas de la réussite, pas du succès, mais l'empire de la liberté, de la jouissance de la vie. Voilà ce que j'aimerais co-créer là, maintenant, à partir de, j'ai envie de dire quelques semaines, mais à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime. Parce que pour moi, on ne peut pas, et c'est vrai que si vous regardez un petit peu mes vidéos, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines où je suis là-dedans, je ne peux plus laisser dire que il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de ceci, qu'il n'y a pas de cela, qu'on n'y arrivera pas. Je ne peux plus laisser faire ça. Parce que je sais que ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce que l'on veut faire à travers de telles phrases? Eh bien, on veut tout simplement réanimer notre peur qui va dire « bah ouais, je suis là où je suis, je ne vais pas bouger, hein ». C'est ça qu'on veut réanimer. Mais quelque part, on n'est pas obligé de les croire. Et ça, c'est votre job. Et ça, c'est mon job. En tout cas, c'est celui que je choisis. C'est vraiment de co-créer ma vie comme je l'entends. Et pour terminer, la co-créer dans l'abondance illimitée. Et je vous rappelle que l'abondance, ce n'est pas le chiffre qu'on a sur un compte bancaire ou le nombre de biens que l'on a. L'abondance, c'est quoi? C'est la liberté. Et quand on est dans la liberté, on est dans la liberté de tout. Donc, voilà. Si moi j'ai réussi à me construire, si moi j'ai réussi à accéder à cette abondance exponentielle de liberté et cette abondance exponentielle tout court, vous le pouvez aussi. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire passer. Ce que je vous propose, c'est vraiment de commencer à réfléchir à votre vie sans la juger. Juste réfléchir à votre vie. Et commencez à voir à ce que vous voulez. Commencez à réfléchir à ce que vous voulez. Et laissez-vous guider par ça pour créer votre abondance. Laissez les manques, laissez les peurs, laissez ça de côté. Laissez-le de côté. Il y a des superbes outils pour dépasser ça. Moi, mon chouchou, vous le savez, c'est le FT. Mon chouchou, c'est le Ho'oponopono. Mon chouchou, c'est Kinslow. Entre autres. Il y a plein d'outils. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose de bancal qui dysfonctionne, prenez la décision de le regarder en face et de faire le pas qui va vous permettre de l'accueillir, de l'intégrer pour continuer à avancer. Voilà ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo qui est quand même très longue. Je me rends compte que
que quand je suis branchée là-dessus, mais je pourrais vous en parler pendant waouh, des journées. Et vraiment ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est déjà partagez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Hein, et vraiment, mais vivez votre vie, vivez-la délibérément et vous ne laissez pas conduire par la peur, vous ne laissez pas conduire par les croyances du monde entier et de la société. Au contraire, la croyance, regardez-la, ils disent que le monde est pourri, ok, qu'est-ce qui est pourri en moi? Ils disent qu'il n'y a pas de boulot, ils disent que c'est la crise. Où est-ce que je suis pauvre en moi? Où est-ce que je manque de quelque chose en moi? Et en ramenant tout ce que vous entendez à vous, c'est comme ça que vous allez co-créer votre vie idéale. En tout cas, pour moi, la vie, elle est jouissive. Elle est, comme j'aime le dire, kiffante, au bon sens du terme. Hein. Elle est waouh. Et vraiment, je vous souhaite d'avoir la même et de vivre la même. Et si vous avez besoin d'infos, contactez-moi. Ciao, ciao. Et en tout cas, amusez-vous. Bye bye.